Dans le cadre du système de gouvernance, la verticalité est nécessaire, bien évidemment, car elle permet d'organiser et de canaliser le pouvoir de décision. Ainsi, si tous les lignages, toutes les chefferies doivent être sous les ailes d'une reine ou d'un roi, une reine des reines ou un roi des rois doit fédérer tous ces lignages, toutes ces chefferies, tous ces royaumes et représenter l'autorité suprême pour l'intérêt général. Qu'en pensez-vous? C'est la première question. La deuxième question, concernant le droit d'aînesse, si le peuple noir assume de porter à nouveau son identité sacrée, il s'attribue un droit d'aînesse, l'autorité légitime selon la volonté du Créateur au sein de la grande famille qu'est l'humanité. Qui doit incarner physiquement l'autorité suprême du peuple noir selon vous? C'est la première question sur le droit d'aînesse. Notre action, notre solution pour réhabiliter cette autorité est de valoriser tous les rois et reines de Kama non convertis à une religion abrahamique à travers un magazine. Notre objectif est d'acquérir un pouvoir médiatique suffisamment puissant pour organiser un grand vote à l'échelle mondiale à Kama et au sein de la diaspora. Quelle autre solution est envisageable selon vous? C'est la dernière question de notre interview. Donc, ces deux thèmes sont très liés, la gouvernance verticale et le droit d'aînesse. Tout à fait. Je vous laisse vous exprimer sur ces sujets. Oui. La gouvernance, d'abord, est nécessaire. Il nous faut une gouvernance, mais celle qui exprime le mieux notre être, notre moi culturel, notre moi de noir, c'est la gouvernance verticale. Pourquoi? Parce que nous sommes des Soyamé, c'est-à-dire des Somsoma Yamé, des purs sangs de Dieu. Nous sommes d'essence divine. Nous plaçons Dieu, Yambé, au-dessus de tout. Dieu tout sait, Yambé. Qu'est-ce qui est absolu? Qu'est-ce qui est en même temps au-dessus de tout? Yambé, Dieu. Et nous, Soyambé, d'abord, la dimension royale. Entre l'homme commun et Yambé, il y a le roi. Décortiquons-le en roi des rois, reine des reines, la reine elle-même, etc. Oui, mais ça c'est le stade intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre Yambé et Soyambé. Au-dessous, c'est les autres, ceux qui n'appartiennent pas à cette identité sacrée, mais qui sont là dans notre société d'aujourd'hui, que nous ne pouvons pas mettre à la porte sous prétexte que nous recréons un nouveau Kama, une nouvelle patrie nègre, noire. Donc, la gouvernance, pour pouvoir nous mener, doit être verticale, parce que tout homme doit reconnaître au-dessus de tout, il y a Yambé, ensuite Yambé et Soyambé. Ouais. Le reste, c'est tout ce monde à éduquer dans le sens qui rappelle, qui ressuscite
notre civilisation fondamentale, notre moi de toujours, que l'autre est venu polluer, est venu détruire, est venu désafricaniser, dénégrifier. Soyambé, c'est le peuple noir et divin dans toute son intégralité, toutes les ethnies qui le composent. Dans toutes les ethnies qui le composent. Oui. Soyambé. Et oui. Et cette verticalité est généralement masculine. Elle est basée sur la primogéniture mâle. Celui qui est appelé à être roi doit être un mâle et premier-né d'une femme. Le matriarcat, j'ai dit généralement, parce qu'il y a des sociétés où le matriarcat est de règle. Je prends le cas de mon ami Eco Roosevelt, le grand musicien que tout le monde connaît, qui est métis, qui s'est souvent senti fier d'être fils d'un Américain blanc. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu sois devenu chef traditionnel chez nous? Il n'a pas pu lui-même me donner une explication claire, mais moi, par la suite, avec mon expérience de l'eau et de ses divinités, les divinités de l'eau qui viennent le plus au contact de l'humain sont généralement féminins. Les sirènes. Mamiwata. Les Mamiwata, ça c'est une expression que le christianisme du XIXe siècle a imposée pour faire peur aux naïfs. Les Mamiwata, il y a dans l'eau des forces du mal, etc. L'eau, chez nous, est plurielle. Il n'y a pas d'eau singulière chez les Bantous, au moins. Tous les peuples bantous, toutes les langues bantous déclinent l'eau au pluriel. Madiba, Malé, Maléo, Mendim, Mendib, Ma. C'est le préfixe pluriel. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont été les premiers à comprendre qu'il y avait deux eaux, c'est-à-dire deux mondes aquatiques, deux paradis aquatiques. L'un, celui des eaux d'en haut, et l'autre, celui des eaux d'en bas. Les fleuves, les mers, les océans, etc. Et dans chacun de ces mondes, dans chacun de ces paradis, les mêmes êtres, à peu de choses près. Dans les eaux d'en bas, vous avez des poissons que vous retrouvez dans les eaux d'en haut. Je n'aurais pas moi-même eu à le dire si je n'avais pas vu des vidéos qui montrent ce phénomène des pluies de poissons dans Mumbai, côté des Indes. Une pluie qui vous laisse voir tomber du ciel des poissons qui tombent sur le goudron, dans les herbes et frétillent avant de mourir. Tout le monde se précipite dessus pour s'alimenter. C'est des tornades qui amènent ça sur des kilomètres, qui sortent de l'eau, Vous avez déjà vu une tornade sortir des êtres de l'eau dans une direction qui ressemble à une balle, la balle d'un fusil qui ne va que dans la direction voulue par la tornade en question. La tornade, elle éparpille des choses partout. Elle ne vise pas Mumbai,
Oui. Donc ça, c'est la science du blanc. Science menteuse. Science obligée de se remettre en cause tout le temps. Pollueuse. Oui. Très polluante. Voilà. Donc, jusqu'aux êtres spirituels, ils sont les mêmes ou parallèles. Vous avez les anges. Les anges. Dans les eaux d'en bas, les Mengu, les Mamiwata, les sirènes, qui sont les unes comme les autres un mélange de deux êtres. Pour les eaux d'en haut, des êtres hommes, oiseaux, c'est-à-dire des hommes ailés. Dans les eaux d'en bas, homme, poisson, la sirène, est humaine dans sa partie supérieure du corps, et dans l'inférieur, elle a une queue de poisson, la grande nageoire. Les uns comme les autres sont nantis des mêmes pouvoirs, des mêmes missions, des mêmes particularités. Ils partent de leur paradis généralement le soir à partir de 18 heures. Ceux des eaux d'en haut, qu'on appelle les anges tout court, descendent, et comme ils doivent traverser une zone d'air, ils ont des ailes. Et dès qu'ils touchent le sol, les ailes disparaissent. On dit qu'ils ont perdu leurs ailes. Ils ne les ont pas perdues. Les ailes ont simplement disparu parce qu'ils ne sont plus dans les airs. Et à la même heure, des eaux d'en bas sortent les anges des ondes pour venir au même village humain distribuer des grâces divines. Et ils passent leur nuit à cela. Ils passent leur nuit à contacter les humains. Ceux qui sont mâles courtisent les femmes humaines et les femelles, les hommes humains. Les mêmes particularités, le même mode de vie, de reproduction, etc. De vie en famille. Les Mengu vivent en famille comme nous, je dirais même, pour être plus précis, que c'est nous qui avons imité, copié leur modèle. Nous avons calqué notre organisation sociale, notre organisation familiale, etc., sur le modèle qu'ils nous ont montré. Donc, nous voilà dans la deuxième dimension de cette verticalité pour toucher enfin le bas du triangle. Donc, verticalité dans la gouvernance, absolument. Mais la verticalité peut subir des influences diverses au gré des vents, de cette tornade qu'on aime bien exploiter pour faire passer telle ou telle idée tordue. Et nous disons que Nyambé n'était pas assez bête pour faire naître dans la même famille les enfants à la queue leu. Il aurait pu les faire naître en même temps ou en quinconce, mais il a commencé par l'un. Et c'est celui-là qui porte le poids de la royauté. C'est celui-là, l'homogénéiture mâle. Et oui. Et parce que, à partir de lui, les autres
sont dépendants. Et ils sont dépendants. C'est ce qui nous mène au deuxième... Le droit d'aînesse. Oui, le droit d'aînesse. La loi d'aînesse dit que celui qui est roi doit être l'aîné des enfants mâles nés de l'aîné des ventres, c'est-à-dire le premier ventre à être entré en mariage dans telle ou telle famille. Dans la famille généralement désignée par lui-même Nyambé pour être la famille royale. Donc, dans cette famille-là, c'est le premier garçon du premier ventre, c'est-à-dire la Nyangwamboa, la première épouse, qui devient roi. Et comme nous sommes une société polygamique, dans une famille polygame, la première épouse n'est pas forcément la première à donner un garçon. Elle peut même ne pas donner de garçon du tout. C'est pour ça que l'on dit que, à défaut d'un garçon né de la première maman, c'est l'une des mamans de ce premier foyer qui donne le roi. Si la première épouse n'a pas fait de garçon mâle, la troisième épouse va peut-être en donner, ou la cinquième, puisqu'on répartit les épouses subséquentes aux deux premières entre l'une et l'autre de ces deux premières. Vous décidez d'épouser une troisième femme, vous la confiez à la première épouse pour son initiation à la vie familiale, à la vie sexuelle, à la vie tout court. Vous épousez une cinquième femme, vous la donnez à la seconde épouse. Les vaches sont bien gardées, ce qui veut dire que le second foyer ne produit pas de roi. Le roi doit sortir du premier foyer. Et de ce premier foyer, c'est le premier enfant mâle qui devient roi. Ouais. Donc, le droit d'aînesse est ce droit basé sur la nature. Ce n'est pas moi-même qui me suis octroyé le titre d'aîné, je suis simplement né et l'aîné de la famille. Et c'est Nyambé qui l'a fait, qui a ordonné cela. Et c'est pour cela que tout enfant doit respecter cette organisation sociale, la verticalité et l'aînesse, la loi d'aînesse. Celui qui est votre aîné, même de quelques années, tu lui dois respect, tu lui dois révérence. Et comme chez les Noirs, nous sommes une culture de solidarité, une culture d'uniformité, une culture d'amour. Il n'y a pas de distinction entre... C'est pour ça que dans beaucoup de nos langues, nous n'avons pas le mot cousin. Mon cousin est un frère, ma cousine est ma sœur. Hein? Dans nos langues, c'est comme ça. Ouais. Mais dans chaque catégorie, l'aîné
a droit au respect des cadets. Un enfant revient à midi de l'école en pleurant. Son père lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est le papa là-bas qui m'a donné une taloche. Son père lui en rajoute parce qu'il est convaincu que cet adulte, cet aîné-là, que l'enfant appelle papa d'ailleurs, n'est pas fou. Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-moi ce que tu lui as fait, parce que moi je sais. Moi je sais. L'enfant ne sait pas ce que ça veut dire, mais il a l'impression que son père a 4 yeux. Il est donc obligé de dire la vérité. Je me suis moqué de sa jambe qui titube. C'est pour ça que le père a commencé par taper avant de lui poser la question, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi? Parce que chez le peuple noir, tout adulte est le père de tout enfant. Et tout adulte a le devoir d'éducation envers tous les enfants, puisqu'ils sont eux-mêmes frères entre eux, les enfants sont leurs enfants à tous. La loi d'aînesse donne comme obligation le droit d'aînesse. C'est ce droit-là qui mène l'un à la royauté, le premier-né des mâles. C'est parce que la loi d'aînesse lui a donné cette prérogative que l'aîné des enfants du premier ventre, de l'aîné des ventres, devient roi. Et à l'échelle de l'humanité, et oui, ça donne au peuple noir une certaine autorité légitime. Tout à fait. Qui est et comme l'Afrique est malheureusement devenue une mosaïque artificielle créée par le colon qui trace des frontières artificielles séparant les frères de leurs frères, etc. Les uns devenant francophones, les autres anglophones, etc. Et divisés pour mieux régner. Voilà. Et ils sont vraiment divisés. Nous le sommes maintenant. Il n'y a qu'à voir le Sawa de Douala et le Sawa de Limbe. Ah, ils n'ont plus la même conscience commune. Donc, il y a un travail de refonte intelligente à faire pour que la mosaïque fonde comme le fer au feu, fonde en une masse unie, une masse unie, j'allais dire uniforme, mais c'est là le grand défi de l'heure, parce que l'humain est déjà difficile à manipuler. Quand il a été manipulé dans une direction donnée où le tribalisme, les nationalismes, etc., l'ont séparé en esprit des autres, qui étaient des autres lui-même. On a du travail, on a du pain sur la planche pour que cette mosaïque redevienne une pièce harmonieuse, même si elle est multicolore, même si on parle de nombreuses langues. La fonte va embrasser les langues également, mais dans le temps, il faut un travail énorme. La formation des formateurs, c'est-à-dire des maîtres, qui vont devoir enseigner la nouvelle langue, puisque
notre objectif est de devenir un, comme au début, comme au commencement. Il faut de nouveaux manuels pour enseigner cette langue-là. Et tant que nous ne pouvons pas accéder à nous comprendre entre les langues, dans cette langue idéale, la conscience commune aura du fil à retordre. L'historien Pierre Nyon nous dit que, à l'époque de la civilisation pharaonique, lors de l'initiation, la première chose que l'on enseignait, c'était la lecture des hiéroglyphes. Oui. Est-ce que ça pourrait être le Médounéter? Cette langue s'appelle le Médounéter. Mais c'est la seule langue qui n'est issue d'aucune autre langue. Parce oui. qu'elle tient tout simplement sur des caractères qui représentent des éléments de la vie. Un signe pour dire fils de, parce que la famille de signes sur l'eau représente le symbole parfait de oui. la famille. Médounéter. Voilà. Médounéter. Grande richesse. Puisque Non, on n'articule pas beaucoup le R final. Le Médounéter est devenu, dans le Douala contemporain, Médouté. On avale la syllabe du milieu, né. Médounéter, Médouté. Médouté, c'est le peintre, le dessinateur. Madouta, c'est les dessins, donc les hiéroglyphes. Quand je montre derrière moi ce tanguay, cet éperon de proue, ce grand éperon de proue d'une pirogue de course, c'est la réminiscence que nous avons des Médounéter. Les personnages sont un peu rondelets, mais contrairement à la longilignité des personnages des Médounéter. Ouais. Nous avons bantouisé la forme du corps, mais si vous regardez, toutes les caractéristiques des hiéroglyphes sont là. Les personnages sont tous de profil. Jamais on ne vous regardera droit. Et la lecture se fait à partir du motif central. Ici, le motif central, c'est le palmier, qui est notre arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu constates que à ce palmier, on a conféré un énorme ventre en losange, parce que c'est le palmier qui contient le gros de nos mythes. Et c'est l'arbre de l'acquisition des diverses vertus. L'initiation vous permet de monter d'un grade à l'autre. Comme un enfant grimpe dans les marques naturelles du tronc de palmier. Hein? Vous êtes d'abord les pieds sur terre. Vous êtes un blanc-bec, vous ne connaissez rien. Vous levez un pied sur la première marche, l'autre sur la suivante, et c'est ainsi que tu peux grimper jusqu'au haut du palmier sans avoir besoin de marcher sur les autres. Voilà, tout à fait.